Je vous remercie d'être là, Madame la directrice du département d'histoire. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, et puis l'assistance technique qui est là, surtout l'assistance de s'être intéressée à l'intitulé de cette conférence, parce que si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse. Donc je vais parler des Masikuru. Moi je préfère regarder ce qui est là par rapport à... Voilà, moi je préfère ça. Comme ça, je sais de quoi je parle et ce que vous voyez. Ben, je m'assois quand ça sera bon. Alors, je parle des Masikuru parce que on m'a invité de le faire. J'ai soutenu l'HDR sur les Masikuru, sur l'identité des Masikuru. Et comme on ne connaît pas trop ce groupe de population, j'ai accepté volontiers d'en parler quand on m'a invité. Et ça tombe bien parce que l'affiche elle-même parle de la problématique des Masikuru. Pourquoi on n'entend pas parler des Masikuru? Parce qu'ils sont englobés dans le grand ensemble Sakalava. Voilà, c'est comme ça qu'on connaît les Masikuru à travers les Sakalava. Mais beaucoup de Masikuru se sentent un peu lésés. Ils disent, mais pourquoi on ne parle jamais de nous? On ne parle pas de vous, j'ai dit, parce que nous sommes Sakalava. Et les Sakalava, c'est eux qu'on connaît mieux, surtout avec ceux du Menabé. Parce que si vous allez chez les Masikuru et vous allez au Menabé, c'est le même peuple. C'est pour ça que quand on a fait le répertoriage des groupes de population à Madagascar, les Masikuru n'apparaissent pas beaucoup parce qu'ils sont dans l'ensemble Sakalava. Et cette photo, j'ai dit, parle d'elle-même parce que c'est une photo de 1930 et vous voyez déjà ce qui est écrit, ce qui confirme ce que je dis. Jeune femme Masikuru Sakalava, province de Murumbi. Et donc, alors que si on regarde le nombre par rapport aux Vesu, ce sont les Masikuru qui sont plus importants en nombre, mais on n'entend pas beaucoup parler d'eux. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure avec madame la directrice. Elle me dit qu'elle a beaucoup de photos, de documentation sur les Vesu, mais pas beaucoup sur les Masikuru. Il a fallu qu'elle cherche pour trouver cette image de 1930. Parce que Sakalava est composé de Masikuru à l'intérieur et Vesu sur le littoral. C'est ça la réalité. Mais il y a qu'on parle des Masikuru à part. Parce que eux aussi, ils avaient leur propre royaume. Et c'est pour ça qu'ils se sentent un peu lésés. Nous, on avait aussi nos rois. Et pourquoi on ne parle jamais de nous? Et parce que ces rois, qui étaient de la dynastie Anjefula, ce sont eux, c'est la dynastie Anjefula qui a régné chez les Masikuru. Tandis que chez les Sakalava du Menabé, ce sont les Marusaranga. Et la différence reste là. Il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on ne sait plus. Alors, donc, je reprends. Ce qui différencie les Masikuru des Sakalava du Menabé, c'est que ceux du Menabé sont sujets des rois Marusaranga, tandis que les Masikuru et les Vesu du Fieringa sont les sujets des rois Anjefula. Je répète, la dynastie Anjefula a régné sur les Masikuru de l'intérieur, dans le Fieringa, et sur les Vesu du littoral. Comme dans le Menabé, les Marusaranga ont régné sur les Masikuru de l'intérieur, dans le Menabé, je ne me trompe pas, et sur les Vesu du littoral. C'est la seule différence. Pourquoi? Parce que là déjà, et ça continue, là on voit sur cette carte de 1901 que on a mis ici, s'il y avait les choses là qui... Oui, c'est pas grave, Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors, vous voyez là, toujours cette confusion règne parce que c'est le même peuple. Alors, vous voyez là, Lahiabu, c'est le nom d'un prince
du côté de Befandina Sud, la Yabu, et on a mis Sakalava, et on a mis Masikuru, et on a mis Vezu. Parce que les Sakalava sont composés de Masikuru et de Vezu, et le roi de cette époque, c'était la Yabu à l'avènement colonial. Et donc, ces rois, Andrivula, qui ont régné sur le Fieringa, parce que ça c'est le Fieringa historique, qui s'arrête là, hein. Le Fieringa, politiquement, enfin administrativement, entre guillemets, parce qu'à l'époque, bon, c'est un peu anachronique que je parle administratif, mais c'est quand même l'administration, hein, la royauté. Alors, administrativement, le Fieringa historique est limité au sud par l'Unilahi et au nord par le Mangouk. Et d'ailleurs, dans nos parlers, moi je n'utiliserai pas le mot dialecte, je dirais parler, parce que, comme vous le savez très bien, le malgache est tellement une langue unique que quand on parle de dialecte, on cherche des différences. C'est juste des accents, je dirais. Alors, nous on dit Yang Bainte, Manguki, Yang Lahi, Unlahi. Et donc, le Fieringa est délimité au nord par le Yang Bainte, Manguki, et le Yang Lahi au sud. Pour les anciens, parce que les jeunes ne comprennent plus, Yang Bainte est synonyme de Manguki. Parce que Mainte, dans nos dialectes, Manguke, Mangukuke. Jusqu'à maintenant, quand on dit ah, sous le Mainte l'électif Mangukuke, ça veut dire noir. Donc le fleuve noir et le fleuve Mal. Et il y a les Masikuru anti-Fieringa. Mais le Masikuru, donc, dans l'histoire, est toujours à côté des Vezu. Mais c'est les Vezu qui sont connus parce que comme ils sont sur le littoral, étant donné que vous le savez très bien que la communication se faisait à partir des ports et c'est là que les centres administratifs avaient été installés et ils sont plus connus. Mais dans notre population, il n'y a pas de Masikuru qui n'est pas un côté Vezu et vice-versa. Parce qu'il y a des relations matrimoniales presque permanentes entre ces deux groupes de population. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on parle beaucoup plus des Masikuru quand on parle de agriculture et élevage. Il y avait une spécialisation dans les tâches traditionnellement. La culture, l'élevage, quand on parle de zébus, etc., c'est les Masikuru. Parce que les Vezu sont spécialistes exclusivement, je dirais, dans les traditions des activités maritimes et de la pêche. Voilà la seule différence. Mais ils obéissaient au même roi. Et c'est exactement la même chose dans le Ménabé. Exactement la même chose. Les Masikuru à l'intérieur et les Vezu sur le littoral. Et donc, et justement, là, je viens de vous en parler, j'ai un peu anticipé, mais c'est pas grave. Alors, l'identité Sakalava est attribuée aux Masikuru et Vezu. Et pendant tout le 19e siècle, tous les documents écrits englobent ces trois entités dans la dénomination de Sakalava, comprenant toute la partie occidentale de Madagascar, allant de l'Unila à Mahajanga, et même au-delà. Et au-delà, c'est-à-dire dans le nord du Maintrano, on n'utilise plus beaucoup le terme Vezu, on dit Antivelu, Antavelu. Et cette dénomination de Sakalava, il y a des personnes, je dirais, qui attribuent l'utilisation de ce terme aux seuls Européens. Ah, le mot Sakalava, c'est les Européens, etc., etc. Mais même les nationaux. C'est pour ça que j'ai cité le prince Ramacha.
parce que lui, il est allé à Tular, c'est lui qui a installé le premier poste Merne en Tular en 1890, et quand il parlait des Masikour, avec raison d'ailleurs, il utilisait le terme Sakalava. Voilà. Et puis, il y a aussi, et c'est ça qui nous a incité à parler des Masikour, parce que j'ai dit, les Masikour se sentaient lésés parce qu'ils avaient un grand territoire depuis le XVIIe siècle, et alors qu'on ne parle pas d'eux. Alors j'ai pris ce passage de Flacourt qui parle des Machikors. Et même vous, quand vous regardez les documents anciens, on parle des Machikors. La réalité est que, donc, les Machikors, c'était ceux de l'intérieur. Et à l'époque, ce terme Machikor comprenait toutes les populations de l'intérieur, dont les Bara. Parce que ça voulait tout simplement dire population de l'intérieur. Là, je voudrais qu'on me mette le texte de Raymond Kent, qui explique bien, et d'ailleurs, certains d'entre vous vont être étonnés quand ils verront là, dans ce texte, citer les Mikea et les Vazima, avec les Mangarlava. Alors voilà, et nous, on est d'accord avec ce qu'il a dit, cette citation-là. Il a dit, une tradition a été enregistrée concernant la formation des Masikour. L'un des frères de Rapapango, avec eux, ceux des Bara, qui le suivirent, plaça sous son autorité les Mangarlava, dont les huttes s'élevaient sur l'escarpement d'Ilchal, les Mikea, peuple des plaines, et les Vazima, des fleuves et la mer. De cette union sont nés les Masikour. Et ce qui est dit là est vérifiable sur le terrain. Parce que les Masikour sont toujours composés aujourd'hui de ces Mangarlava, de ces Vazima et de ces Mikea. Mais les Bara ont été placés sous l'autorité des Afmangeli. Il y a eu une convention, tout ça c'est long, hein, parce que c'est, comme l'a dit Madame la directrice, comme c'est universitaire, c'est un peu compliqué, mais vous allez poser des questions et j'essaierai de vous satisfaire. Parce que en fait, comme tous les peuples, toutes les populations malgaches, parce que je ne dirais pas le peuple, parce que je dis les peuples, c'est comme s'il y avait des différences. Je dirais les populations malgaches. Les malgaches sont toujours, tous les malgaches, toujours constitués de petits groupes. Je dirais par exemple en Imirne. En Imirne, sans parler des classifications, des catégorisations sociales des Andines et des Ouvra, etc., il a à l'intérieur, il a les Anterouk, il a les Manendi, autrefois, là, il y a les Maintenjen, etc., etc. Il a toujours des petits groupes. Et dans les autres populations malgaches, c'est pareil. Et chez les Masikour, chez les Sakalava, on a toujours le clan dynastique des Andjivula et des Marsarang, et puis en bas, dans le Menabé et dans le Fiereng, on trouve exactement les mêmes groupes de population. Aussi bien au nord qu'au sud du Mangouki, on a les Tetembula, on a les Andjivula et les Marsarang, bien sûr, parce que vous allez peut-être me demander, est-ce que le clan dynastique Fiereng existe aussi dans le Menabé? Oui, un grand oui. On retrouve des Andjivula dans le Menabé. On retrouve des Marsarang dans le Fiereng. Mais la convention a fait que quand le Marsarang est dans le Fiereng, il reste noble, mais il ne règne pas. Tout comme l'Andjivula dans le Menabé, il reste noble, mais il ne règne pas. Et après, les groupes de population, leurs sujets se retrouvent. On a les Andrasil, on a les Mangarlava, on a les Vangvat, on a les Mangjan, on a les Sakwambe. Tous ces groupes de population existent jusqu'à aujourd'hui. Et même dans la vie de tous les jours, c'est un exemple.
il a la parenté à plaisanterie qui existe toujours et qui fonctionne toujours aussi bien. Quand il a un problème chez un groupe qui est parent à plaisanterie dans un autre groupe, son parent à plaisanterie peut intervenir pour régler le problème et tout le monde est d'accord. On se met d'accord. C'est une convention. Et ça existe toujours. Donc on a ici, on avait dit ça, et puis le terme de Masikour, donc viendrait, parce que nous, historiens, on a toujours un peu peur d'être catégoriques, hein, parce que les connaissances évoluent, mais là au moins on peut en parler. Ça viendrait d'un mot de Tanzanie, que Mashukura, ça veut dire le paysage intermédiaire entre le littoral et l'intérieur, un paysage sec, après des brûlis. Il y a Otino d'ailleurs, j'ai vu ça dans le journal, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit cette personne dans le journal, parce que ça dit bien. Il dit les restes des brûlis, le Mashukura. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc et c'est ça, ce sont les peuples de l'intérieur qui comprenaient les Bara. Mais après, bon, il y a eu des délimitations, après des guerres, bien sûr, mais il reste le même peuple. Le diapo suivant, peut-être. Et là, nous avons une photo de bain des reliques chez les Masikour, qui n'est pas connu, mais qui existe bien et qui est célébré. On ne connaît que le Fitampoua du Ménabé. Alors que là, c'est une grande fête. Le Fitampoua chez les Masikour existe également. Mais on utilise plutôt le mot Tampouké, Manampouké. Mais c'est la même chose que Fitampoua, Manampouké. Manampouké, ça veut dire mettre de l'eau, quoi. Voilà, ce mot-là. Quand il y a trop de... Vous avez... le café est trop fort, par exemple. Vous dites, tampou, café, tu que fam maher mare. Na tampou, toi que tu fam maher mare. Surano, ça veut dire... Parce que quand on baigne les reliques, on les met dans l'eau, parce que justement, on croit que la puissance des reliques royales est telle qu'il faut mettre un peu d'eau pour diminuer cette trop grande force. Donc nous avons ici le Fitampoua et les gens du Ménabé qui sont là pourraient penser au Fitampoua du Ménabé. Et ça, c'est la famille, c'est une image de la famille royale, des descendants de la famille royale dans le Fiering des Anjivula. Voilà, lors du Tampouké, j'ai pris une photo d'eux. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, hein, l'histoire du Fiering, vous avez peut-être entendu parler de Tumpuemana. Nous avons ici un descendant direct de Tumpuemana. Peut-être aussi. Alors, à partir de quel moment cette appellation Masikour s'est-elle fixée pour désigner la population actuelle du Fiering? Parce que pendant tout le 19e et dans la vie de tous les jours, on utilise aussi ce terme pour le Ménabé, pour les gens de l'intérieur. Mais de plus en plus, maintenant, quand on parle du Fiering, on ne pense plus qu'au sud du Mangouk. Et à partir de quel moment? En fait, si on doit dater les choses, c'est à partir de l'avènement colonial. Parce qu'il y a une citation que j'avais prise, mais je ne sais pas si la citation est là, qui dit que la colonisation ne voulait pas étendre l'appellation de Sakalav à toute la population de l'Ouest, parce que ça menaçait le pouvoir colonial. Il fallait les segmenter. Et c'est tant mieux si la population du Sud Fiering, les Masikour, se détache du Ménabé, étant donné que politiquement et administrativement, ça tient, étant donné qu'eux, ils avaient aussi leur propre roi, leur propre dynastie, et à partir de ce moment-là, on utilisera de plus en plus le terme Masikour pour les gens du Sud. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la toute première carte, s'il vous plaît. La toute première carte là, mettez la toute première carte qu'il y avait, que vous avez déjà projetée.
Et ça sera la dernière fois qu'on va figurer dans les documents officiels le terme de Sakhalava pour le Sud. Parce que pendant tout le 19e, c'était Sakhalava. Mais à partir de cette citation-là que je vais donner, on utilisera de plus en plus le terme Masikuru pour parler des populations du Sud et de Veju, détacher les Veju des Masikuru. Il y a beaucoup de documents qui disent on va détacher les peuples pacifiques Veju des guerriers Masikuru. Parce que la spécificité des Masikuru dans l'histoire, c'était eux qui assuraient la sécurité du royaume. Les guerriers se recrutent chez les Masikuru, et d'ailleurs comme ça, c'est pas par hasard que les rois résidaient parmi les Masikuru et non pas parmi les Veju. Parce que les Veju n'avaient pas tenu d'armes, ce n'étaient pas des guerriers, ils ne pouvaient pas assurer la sécurité du roi. Et c'était les Masikuru qui faisaient la guerre contre tous ceux qui envahissent le royaume. Voilà donc ce que je pourrais dire. Et puis, le royaume Masikuru s'était un peu amenuisé en la faveur des Bara, parce que le prince Bara, le roi Bara Punmeri, avait aidé la colonisation dans la pacification. Pourquoi il avait aidé la colonisation? Parce que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, avaient fait, je ne dirais pas une erreur, mais ne comprenaient pas trop. Ils croyaient que les Français étaient venus pour un temps. Et ils voulaient étendre leur pouvoir en aidant les Français avec leurs armes. Mais il s'est trouvé que les Français se sont appropriés de tout le pays. Et c'est comme ça que quand les Français s'étaient opposés, ils avaient fait la guerre avec les Masikuru, parce que c'est eux qui sont les guerriers. Punmeri avait aidé les Français. Et en récompense, les Français ont donné une bonne portion de territoire Masikuru au roi Bara Punmeri. Par exemple, le district de Chakara actuel, qui est un bon district Bara, était une région bien Masikuru à l'époque, mais il y a même un arrêté qui avait attribué le district de Chakara au Bara en récompense pour leur concours dans la pacification. Voilà donc ce que je peux dire, et puis après, vous poserez des questions. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais quand j'y suis, je ne sais plus si j'ai dépassé. Voilà d'abord et puis voilà, parce que la photo des deux belles jeunes filles Masikuru date de 1930. Alors j'ai voulu donner des images de Masikuru de 2024. Parce qu'ils continuent à s'habiller d'eux-mêmes, à se coiffer d'eux-mêmes. Alors donc, nous avons ici, parce qu'il y a une association, comme souvent, des associations par groupe de population, nous avons ici une réunion, et voilà donc la première image. Il y a quelqu'un qui ressemble un peu à ma robe actuelle. Voilà. Continue. Voilà une photo de jeune fille Masikuru de 2024. Oui, j'ai tenu à mettre le Sadzua parce que c'est un peu notre symbole. Quand on parle de Masikuru, de femme Masikuru, il y a toujours le Sadzua parce que le Sadzua représente la fortune. Et d'ailleurs, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'à très récemment, le Sadzua servait de monnaie de change. Quand on voulait acheter un terrain, une rizière par exemple, on peut utiliser le Sadzua comme le zébu. Combien vaut ce terrain? Ce terrain vaudrait, disons, 6 beaux zébus. Mettez quand même un Sadzua en plus, parce que mon terrain est beau, etc. Ah oui, je vous donne 2 Sadzua en plus. Ou bien, Sadzua tout simplement peut faire l'affaire sans faire intervenir le zébu. Pendant longtemps, c'était resté une monnaie de change. Oui, et la cruche. Et la cruche, je le précise, parce que beaucoup de gens me demandent si on en trouve toujours. On en trouve toujours, mais ce n'est pas produit sur place. C'est une importation de l'Inde. Et pourquoi ça devient un symbole?
parce que nous l'avons beaucoup apprécié là-bas, que nous l'avons adopté. Mais les Mashkour n'ont jamais construit de sadjoua. Mais le commerce avec l'Inde est tellement ancien qu'on attribue le sadjoua aux Mashkour, à tous les Sakalaves. Regardez même dans les photos du Ménabé, vous avez, pour vous dire, c'est le même peuple. Les gens du Ménabé ont aussi le même symbole, même la même coiffure. C'est exactement la même chose. Mais il y a cette identité politico-administrative qui fait que les Mashkour étaient sujets des rois Andjevoula et que les Sakalaves du Ménabé étaient sujets des rois Marsaran. La différence reste là. Bon, une jeune fille, Mashkour, on voit que c'est de 2024, hein, elle a des lunettes, mais bon, les choses évoluent. Continuons. Voilà encore des jeunes femmes Mashkour qui rappellent un peu la photo, hein, la photo de 1930. Hein. Continuez. C'est la dernière, le dernier dépôt. Voilà donc ce que je pourrais d'abord dire dans un premier temps, en attendant que vous me posiez des questions. Et une dernière chose pour les touristes, si vous quittez Tuléar pour aller jusqu'à Mourndava, et peut-être au-delà, c'est la route nationale 9 que vous prenez. Tous les villages traditionnels que traverse la nationale 9 sont des villages Mashkour parce que la nationale 9 est un peu à l'intérieur des terres. C'est pour ça que je disais qu'ils sont bien plus nombreux, mais ils sont moins connus que ceux du littoral avec les grandes villes. Voilà, je vous remercie.